Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Quelques mots sur le déroulé du webinaire. Donc, il sera scindé en deux parties. Il y aura une première partie, environ 40 minutes de présentation des intervenants, suivie ensuite d'une session questions-réponses, donc environ 15 minutes. Tout au long du webinaire, vous aurez à disposition les trois onglets. Donc, un onglet plutôt discussion qui pourra vous servir de chat entre les participants ou de questions logistiques éventuelles si besoin. Un onglet lever la main que vous pourrez utiliser en fin de webinaire lors de la session questions-réponses. On pourra du coup activer votre micro si vous le souhaitez pour que vous puissiez prendre la parole. Et enfin, un onglet questions-réponses dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions tout en lien avec les différentes présentations donc tout au long du webinaire et que nous traiterons du coup lors de la session questions-réponses. Donc le webinaire sera enregistré aussi et sera disponible en replay et le support de présentation aussi vous sera transmis également. Donc pour revenir un petit peu sur la genèse de ce webinaire, il s'agit d'un sujet qui était ressorti lors de la cérémonie de lancement Infra 2050 en février dernier. Philippe Aymar, président de Mimo Detect, nous avait fait part des difficultés qu'ils avaient rencontrées en matière de propriété industrielle dans les collaborations publiques-privées, et donc un sujet soulevé également par d'autres acteurs par la suite qui nous ont aussi fait part de ces mêmes problématiques. Et c'est pourquoi on a décidé voilà, d'organiser ce webinaire dans le but de mettre en lumière les enjeux de la propriété industrielle dans les partenariats publics-privés et donc de partager des solutions concrètes, des tips, des bonnes pratiques pour encourager une collaboration qui soit vertueuse entre ces différents acteurs. Donc le webinaire commencera dans un premier temps avec une présentation de Martin Schmitt, docteur sciences physiques, juriste et conseil en propriété industrielle chez Ixas Conseil, et qui va nous présenter de manière générale les enjeux de la propriété industrielle dans les partenariats publics-privés. Et puis ensuite, on aura un témoignage de Jean-David Bigoni, directeur général chez Mimodetect, qui nous fera part donc de son expérience en matière de pays au sein de Mimodetect et qui sera accompagné donc de Jean-François Weber, président du cabinet Didier Martin, et donc ingénieur aussi Central Lyon, conseil en propriété industrielle et mandataire en brevet européen, qui a accompagné donc Mimodetect dans leur parcours propriété industrielle et qui apportera donc des éclairages, bonnes pratiques sur l'API dans les partenariats publics-privés. Voilà. Donc je laisse la main à Martin Schmitt qui va nous présenter donc les enjeux de la propriété industrielle dans les partenariats publics-privés. Eh bien, je vous remercie. Bonjour. Je vais commencer donc mon exposé. Si vous avez des questions, bah, il y aura du temps après pour les poser, ou bien vous les posez par écrit aussi. Donc, vous êtes une PME, je suppose. Vous êtes probablement une PME établie, peut-être aussi une start-up. Là, c'est deux cas différents. Vous avez peut-être une expérience en innovation, mais peut-être vous n'avez jamais travaillé avec des partenaires publics ou parapublics. Donc, c'est un univers particulier. Et donc, qui sont ces partenaires parapublics ou publics? Donc, ça peut être un laboratoire universitaire que vous avez déniché pour faire des mesures particulières. Ça peut être une université à laquelle vous vous adressez parce qu'elle dispose de ressources technologiques que vous n'avez pas. Ça peut être une école d'ingénieurs. Ça peut être aussi un partenaire public qui intervient en tant que coordinateur, comme les SAT, qui sont les sociétés d'accélération de transfert technologique, qui fédèrent en quelque sorte des intérêts de différents acteurs innovants publics, labos, CNAS, etc., pour une région donnée. Eh bien, ces partenaires publics n'ont pas forcément une vocation innovante. Ça peut être un simple laboratoire d'analyse qui vous mesure la viscosité d'un produit que vous achetez, que vous devez contrôler, mais dont vous ne pouvez pas faire la mesure vous-même.
Donc, il y a différents cas de figure. Il y a aussi après des experts individuels que vous avez dénichés dans une institution publique qui sont notoires pour leurs compétences avec lesquelles vous voulez coopérer, mais comme ils travaillent dans un cadre public, vous ne pouvez pas faire abstraction de l'institution dans laquelle ils travaillent. Ça peut aussi être évidemment les partenaires parapublics, les pôles de compétitivité, les chambres de commerce et de l'industrie, les écoles d'ingénieurs privés aussi, ou des écoles techniques privées, hein, des centres d'apprentissage par exemple, qui peuvent vous aider aussi pour fabriquer des prototypes par exemple. Ça peut être aussi des centres techniques qui peuvent être interprofessionnels, qui disposent typiquement d'énormément de ressources, qui ont l'habitude de travailler avec des personnes comme vous, même si vous n'avez pas encore cette habitude. Ensuite, bah, il y a, si vous avez envisagé un projet innovant qui nécessite beaucoup d'investissement, vous êtes peut-être aussi amené à contacter des partenaires financiers qui peuvent être de différentes natures, des banques, des fonds privés, des investisseurs privés, des business angels, comme on dit, ça peut être BPI, etc. Donc là, il y a tout un univers d'organismes financiers. Et enfin, il y a des professions réglementées qui peuvent vous aider. Je pense aux experts comptables pour faire des calculs économiques. Je pense aux conseils en propriété industrielle. Là, vous en avez deux aujourd'hui. Moi-même et Jean-François Weber. Il y a aussi des avocats qui ont parfois des connaissances en gestion juridique de la propriété industrielle et de l'innovation. Donc là, vous devez déjà identifier le partenaire qui doit vous accompagner ou les partenaires qui doivent vous accompagner. Dans un deuxième temps, vous devez donc définir les enjeux, ou ça peut être aussi inversé. D'abord, vous définissez vos enjeux et après, vous identifiez les parties prenantes. Bon, les enjeux peuvent être de différentes natures et là, ça dépend du cas de figure. Vous pouvez, grâce aux partenaires publics, accéder à des ressources particulières que vous n'avez pas. Ça peut être des compétences techniques dans un domaine très, très spécial. Je pense là à la viscosité des polymères, par exemple, pour rester dans l'image, hein, des moyens techniques pour mesurer les choses, mais aussi des moyens de formation. Ils peuvent former vos équipes techniques, par exemple. Vous pouvez aussi accéder à des ressources d'information, des bases de données, de publications. Ils peuvent vous faire des dossiers bibliographiques. Il y a aussi après un réseau relationnel, hein, parce que les partenaires publics travaillent dans un univers qui n'est pas le vôtre, mais qui a des petites zones de recouvrement quand même. Donc, vous pouvez donc accéder à des ressources particulières que vous n'avez pas. Ensuite, vous pouvez effectivement aussi accéder à des aides et des programmes, des dispositifs spécifiques d'aide. Ça peut être, pour commencer au top, les programmes européens qui sont justement conçus pour des gens comme vous qui travaillent dans des PME, justement pour faciliter l'accès aux ressources et au réseautage aussi, au réseautage productif, je dirais. Il y a des programmes nationaux et il y a aussi évidemment le crédit d'impôt recherche qui, j'espère, va être reconduit dans la nouvelle loi des finances. Et enfin, il y a un dispositif extrêmement puissant mais qui présente une certaine envergure, qui est la thèse CIFRE. Vous allez recruter en CDD un jeune scientifique qui va faire dans une thèse de doctorat dans un laboratoire universitaire ou public en tout cas, et qui va travailler sur une problématique que vous avez choisie, que vous allez accompagner avec les chercheurs. Tout ça favorise évidemment une approche interdisciplinaire, déjà parce que le partenaire public a accès à d'autres disciplines, je pense par exemple à la physico-chimie pour les polymères. Après, il y a des questions de chimie qui peuvent se poser, des questions de physique lorsqu'on solidifie le polymère pour faire des essais mécaniques dessus, par exemple, hein.
ou pour les bétons, c'est pareil, hein. Donc, la question va être après de trouver le bon partenaire. Euh, Et un autre enjeu pour vous, et ça c'est un peu particulier, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'innover en coopération avec quelqu'un qui n'est pas un fournisseur, qui n'est pas un client, qui n'est pas un concurrent. Vous savez probablement mener des projets en commun avec des fournisseurs ou avec des clients, mais avec quelqu'un qui est neutre en quelque sorte, vous ne l'avez pas fait encore peut-être. Et là, vous devez trouver le bon partenaire public. Il y a des intermédiaires, il y a les instituts Carnot, il y a le SAT, vous pouvez aussi vous adresser directement au CEA, au CNMS, etc. Donc là, les partenaires publics sont structurés aussi pour accueillir vos demandes. Ensuite, chaque partie prenante a des objectifs et les objectifs des autres ne sont pas forcément les vôtres. Donc vous, bah, pour une PME établie, par exemple, j'imagine que vous voulez développer un produit, un procédé innovant pour, qui sont exploités à court terme ou à moyen terme, c'est à vous de définir. Ça peut aussi être résoudre un problème concret. Vous avez changé les matières premières et votre polymère n'a plus la même viscosité ou il vieillit mal, etc. Pour rester dans l'exemple du polymère. Donc là, c'est un problème concret. Dites-moi ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe avec ce polymère. Voilà. Après, il y a aussi des startups qui existent, bien évidemment, qui ont des logiques qui ne sont peut-être pas les mêmes de celles des PME établies. Et là, on voit une certaine variabilité d'objectifs, donc je n'en parle pas beaucoup plus parce que il y a des cas très particuliers. Ensuite, il y a évidemment le partenaire public ou parapublic innovant qui a ses propres objectifs. Alors, il va vous aider d'une manière qui reste à définir, mais ces objectifs ne sont pas forcément les vôtres. Alors là, donc, ça dépend de l'organisme, ça dépend de l'envergure du projet et même des interlocuteurs. Le directeur de labo n'a peut-être pas le même objectif que le thésard, par exemple. Donc là, il faut déjà distinguer entre ceux qui coordonnent et ceux qui font vraiment le travail de recherche. La vie d'un labo de recherche est rythmée par des projets de recherche parce qu'ils doivent trouver des projets qui financent leur coût. Il y a des thèses qui ont leur propre rythme, typiquement triennal. Il y a des congrès, il y a des évaluations du labo. Donc, le labo doit trouver d'une part des financements, et là, ça peut être des financements provenant du secteur privé, mais aussi ils doivent produire des publications. Et ces publications portent en partie sur le travail qu'ils font pour vous. Vous voyez tout de suite que là, il peut y avoir un conflit d'intérêts entre le partenaire public et le partenaire privé. Et après, il y a aussi les intérêts personnels des acteurs qui interviennent dans les établissements du secteur public, hein. Comme je disais, le jeune scientifique, bah, il cherche un poste. Après sa thèse, le patron du labo, bah, il cherche peut-être une réputation. Bon, donc là, chacun a des objectifs propres. Et après, il y a les coordinateurs, les SAT, etc., qui peuvent avoir aussi des objectifs propres, par exemple un taux de succès dans l'intermédiation, un nombre de brevets qui sont exploités, etc. Donc, ces objectifs-là, vous devez les prendre en compte pour comprendre l'univers dans lequel vous allez vous mettre dans votre collaboration. Maintenant, il y a les objectifs et après, il y a une logique. Il faut bien distinguer entre la logique et les objectifs. Alors, la PME établie, bah, disons, elle fonctionne, elle
créer de la valeur et générer un chiffre d'affaires et les porter sur ce qui est concret, ce qui fonctionne. C'est ça ce qui crée de la valeur, ce qui fonctionne. Ça peut être son premier contact avec le monde innovant du secteur public. Donc, vous êtes peut-être un peu incertain où vous allez mettre vos pieds là maintenant. La start-up, alors là, c'est un cas particulier qui est fréquemment proche du monde de la recherche publique. Donc, il y a une double compétence, je dirais, qui est celle de la recherche publique, d'où vient fréquemment la start-up. Et d'autre part, ils ont quand même acquis, j'espère, des réflexes d'entreprise privée aussi. Donc là, bon. Néanmoins, il y a des startups qui sont parfois pas aussi concrets qu'on espérait qu'elles soient, donc je n'en parle pas plus, ça dépend. Ensuite, il y a donc le partenaire public, surtout dans le domaine de la recherche publique. Là, on observe quand même depuis 30-40 ans un changement d'état d'esprit. Autrefois, il y avait une méfiance viscérale de la recherche publique à l'égard du secteur privé, du genre, on va quand même pas vendre notre recherche à des capitalistes. Je dirais que depuis 20 ans, ça a quand même changé beaucoup. Et là, bon, institutionnellement, ça a beaucoup changé, hein. Ils sont très, très intéressés à coopérer avec le secteur privé. Après, il y a un spectre d'attitudes. Il y a aussi des comportements personnels. Ça, vous devez quand même savoir que si vous tombez sur un syndicaliste ou si vous tombez sur quelqu'un qui est très porté sur la technologie, et bon, ça donne pas la même réaction. Il y a ensuite les coordinateurs des SAT, par exemple, ou d'autres types de coordinateurs qui, eux, appliquent typiquement des démarches types et qui tiennent des statistiques. Donc, eux, ils veulent des projets qui réussissent, ils veulent des chiffres, des brevets, des redevances, etc., pour qu'ils puissent donc montrer leur utilité. Et après, dans le cas où il y a un partenaire financier, alors là, ça se complique parce que quand on dit un partenaire financier a une logique financière, on n'a pas dit grand-chose en fait, parce que il y a différentes logiques financières. Ça peut être une logique de portefeuille ou une logique de rendement à court terme ou à moyen terme ou de prise de risque. Donc là aussi, pour le rendement, il faut voir quelle est la durée de l'engagement. Et ça, c'est une question importante que vous devez poser à tout partenaire financier. Pour quelle durée allez-vous vous engager? Donc là, la logique des partenaires financiers est variable, je dirais. Autre question, quelle est la nature du projet que vous envisagez de mener en collaboration avec le partenaire public? Donc, d'abord, il faut identifier le problème que vous voulez traiter. Est-ce que c'est un problème concret ou est-ce que c'est un problème plus global? Alors, s'il y a un problème concret, ben, vous allez le définir. Puis, j'ai un procédé qu'il faut fiabiliser parce que bah, il y a des déviations que je n'arrive pas à contrôler et ça peut être lié peut-être à des variabilités des matières premières, des polymères par exemple, que je n'arrive pas à mesurer parce que je n'ai pas l'appareil. Il y a peut-être des impuretés que je n'arrive pas à mesurer non plus. Ça peut être typiquement aussi des mesures d'économie dans les procédés, diminuer l'impact écologique. C'est très courant maintenant, c'est très important. Ça peut être un nouveau produit aussi, hein. Vous voulez remplacer un composite par un autre qui vieillit moins vite ou vous voulez remplacer un condensateur par une batterie, ou Dieu sait quoi, ou ajouter une fonction. Donc là, vous devez définir ce que vous voulez faire. Donc, ensuite, vous devez définir l'objectif opérationnel. Quel est
les livrables. Alors là, ça peut être un prototype ou un procédé concret. Ça peut être aussi plus en amont une étude de faisabilité technique. On appelle une preuve de concept. Là, le livrable va être la démonstration que conceptuellement ça peut marcher. Ça pourrait être aussi encore plus en amont le fait de défricher un domaine nouveau, un domaine pionnier. Vous avez une idée là quelque part, vous voulez déjà faire un spectre bibliographique, qu'est-ce qui existe, hein, et après, bah, est-ce qu'on pourrait pas bidouiller un peu pour voir si ça peut marcher? Mais pas encore une preuve de concept, juste pour voir si ça vaut la peine de continuer. Ça, c'est un peu une logique de PME établie qui a les moyens de regarder plus loin, je dirais. Ensuite, donc, vous devez définir les type de prestation que vous demandez concrètement. Est-ce que c'est vraiment ponctuel, une prestation ponctuelle? J'ai besoin une fois de faire cette mesure, mais après, je reviens plus. Est-ce que ça veut dire je veux 2 fois par an qu'on mesure la viscosité de mes polymères que j'achète pour être sûr que ça ne dérive pas. Ça Là, on doit aussi définir les selles de temps. Est-ce que j'ai besoin du résultat dans 3 jours parce qu'il y a une urgence? Est-ce que bah, mon activité de défrichage de domaine pionnier, c'est pour l'année prochaine? Après, il faut définir approximativement un budget quand même. Après, ça sera affiné après lors des discussions précises que vous aurez. Est-ce que c'est 10 000 francs, 10 000 euros, est-ce que c'est 1 million? Et après, bah, les ressources humaines et de côté, parce qu'un tel projet peut vous prendre du temps. Vous devez l'encadrer, vous devez coopérer avec les gens du secteur public, ça prend de votre temps. Et mieux vous êtes présent, mieux ça réussit, typiquement. Voilà, ensuite, on passe juste à quelque chose dont je ne parle pas en détail, qui est le secteur médical, parce que là, les coopérations publiques-privées sont quasiment nécessaires pour une question réglementaire. Vous devez faire des essais cliniques, par exemple. Là, bon, c'est un domaine extrêmement réglementé. Les entreprises du secteur privé qui se lancent là-dedans ont l'habitude et s'ils n'ont pas l'habitude, il y a des consultants privés qui peuvent vous aider. On ne s'aventure pas dans un domaine comme ça si on n'a pas la compétence. Donc là, dans le cadre de mon exposé, je ne peux pas vous apporter grand-chose. Vous devez déjà le connaître. Voilà. Ensuite, je voulais juste parler du déroulement typique d'un tel projet. Vous devez d'abord formuler donc votre projet en termes opérationnels, financiers et stratégiques. Qui fait quoi? Dans quel délai? Ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien dans la gestion de projet normal. Quels sont les jalons, les milestones d'un projet qui peut être un projet à tiroir, et qui décide quoi, qui paye quoi, et qu'est-ce qui se passe en cas de réussite et en cas d'échec. En cas de réussite, ben, il peut y avoir un deuxième projet, par exemple, ou un spin-off, ou un transfert de techno auquel va participer le secteur public, ou une levée de fonds, par exemple. Le deuxième aspect qui est très important, identifier et traiter les enjeux liés à la propriété industrielle. Alors là, il faut bien définir la stratégie des partenaires qui peut exploiter quoi, sur quel territoire, dans quelles conditions. Typiquement, le secteur privé n'a pas d'outil de production, donc ils vont vous donner, par exemple, des licences d'un brevet en copropriété, par exemple, hein, mais ces règles de
propriétés doivent être définies. Alors, il est préférable de définir d'abord l'utilisation et les objectifs stratégiques opérationnels que de commencer avec les questions de propriété. Régime financier, qui est important pour le secteur public parce que bah, comme ils ne peuvent pas vendre des produits, bah, ils doivent bien avoir des redevances quelque part sur l'innovation à laquelle ils ont contribué. Donc là, bon, qui paye le brevet, comment est rémunéré le partenaire public et après, est-ce qu'il y a d'autres demandes de la partie du partenaire public? Ça peut être par exemple une taxe sur la levée de fonds, hein. Ça, c'est très fréquent maintenant dans les grandes institutions, genre CEA, etc. Et le troisième point, préparatoire au démarrage du projet, vous devez rédiger un document contractuel. Et là, je voudrais vous mettre en garde parce que typiquement, ça se passe de la manière suivante. Il y a quelqu'un qui arrive avec un projet de contrat de 30 pages et après, on se met autour de la table. Ce n'est pas la bonne manière, mais c'est la manière fréquente. Dans un cas idéal, chaque partenaire va déjà définir ce qu'il veut en termes économiques. On appelle ça un term sheet. Je veux pouvoir fabriquer tel produit en France, en Europe, pour le monde entier. Et donc, le, la boîte dit, moi, je veux des redevances, par exemple, ou je veux que vous me payiez une telle chiffre, par exemple, etc. Donc là, il faut mettre des objectifs sur la table. Et c'est après qu'on va commencer à parler juridique seulement. Et les juristes, s'ils sont présents lors de la première phase de finalisation des objectifs, doivent se cantonner à un rôle de support. Après, ce term sheet doit être transcrit en contrat correct, et là, il n'y a pas de compromis sur la qualité, hein. Et là, vous devriez être accompagné, par exemple, par un conseiller en propriété industrielle. Ça, c'est notre métier aussi. Nous ne faisons pas que rédiger des brevets, et ces aspects contractuels, nous les connaissons très bien. Donc là, vous prévoyez après le déroulement du projet dans le temps avec un budget qui fait quoi et un planning précis. Ça, c'est quelque chose qui vous est familier. Et après, bah après, il faut que ça vive, voilà. Donc, vous devez animer votre projet, vous devez mettre réellement les ressources en face, vous devez les suivre. Ne sous-estimez pas le temps que ça vous coûte de suivre un tel projet. J'ai terminé. Bonne réussite. Merci Martin. Alors maintenant, je cède la parole du coup à Jean-David, directeur général à Mimo Detect, et puis Jean-François, qui est aussi président, voilà, du président au cabinet Didier Martin, et donc aussi conseiller en propriété industrielle mandataire en brevet européen. Et donc, ils vont nous partager leur retour sur la maîtrise de l'API pour sécuriser la valorisation et l'industrialisation des innovations. Oui, bonjour à tous. Premièrement, Loane, est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, on s'entend. Euh, Très bien. Et deuxièmement, merci Martin pour cet exposé. Effectivement, si j'avais eu ce type d'informations avant de me lancer dans l'aventure Mimo Detect, ça aurait eu certainement un impact sur la suite des opérations. Donc je vais faire vraiment un témoignage comme je l'ai vécu à la première personne. Et puis voilà, ça sera agrémenté par les commentaires de Jean-François. Donc du coup, au début de notre parcours, donc j'ai vraiment un background de société de prestation de services, pas du tout dans l'innovation. Je connaissais pas vraiment la réelle importance de la propriété industrielle et son impact. Quand j'ai signé le premier contrat donc avec le CNRS, pour pas les citer, je pensais que c'était simplement une formalité nécessaire à l'avancée du projet. Je n'avais pas conscience des implications que ce type de contrat pouvait impacter
ou éventuellement sur la capacité d'exploiter les inventions, d'attirer les investisseurs, etc. J'avais pas consulté de cabinet spécialisé en pays, même pas envisagé vraiment de stratégie autour de cette pays, hormis une enveloppe solo, parce que un copain m'avait dit fais attention quand même, etc. À ce moment, je faisais vraiment confiance voilà, au cadre de collaboration du contrat, sans même vraiment réfléchir aux clauses qu'il y avait à l'intérieur. Euh, pour moi, la science, enfin, l'innovation, l'avancée du projet devait primer. Donc, je pensais naïvement que tout irait bien tant qu'il y avait de la progression technique. Alors, bonjour à tous, donc Jean-François Weber. Quelques mots à ce stade de l'exposé de Jean-David pour fixer les idées sur ce qu'on appelle la propriété industrielle. Bon, peut-être que je vais simplement foncer des portes ouvertes pour la plupart d'entre vous, mais ça vaut, je pense, la peine quand même de se poser 2 secondes là-dessus. Donc, la propriété industrielle, je vais en parler au prisme des outils. Donc, on a des outils qui permettent de protéger des solutions techniques, des aspects techniques d'un projet. Ce sont les brevets, hein. Donc là, vous voyez sur l'exemple de mon téléphone, on va protéger des dispositifs, des moyens techniques d'un produit. On dispose également en propriété industrielle, vous le savez, de marques, hein. Là, c'est pour protéger un nom une dénomination commerciale, un logo, un slogan. On peut protéger aussi l'aspect esthétique d'un produit avec un titre de propriété industrielle qui est distinct du brevet, qu'on appelle les dessins et modèles, hein. Donc les dessins pour ce qui est en 2D et les modèles pour les objets tridimensionnels. Donc ça, c'est uniquement pour l'aspect esthétique. On a le droit d'auteur qui va vous permettre de protéger les logiciels, les programmes d'ordinateur. Donc là, c'est vraiment pour le droit d'auteur va vous permettre de vous attaquer aux pirates, hein, qui feraient simplement une copie servile de votre code. Et puis, on a également, alors c'est pas indiqué sur cette slide, on a évidemment des outils très importants qui sont les contrats. On va en parler, hein, puisque par voie contractuelle, on peut se protéger, on peut protéger sa propriété industrielle. Et puis le secret également. On n'est pas forcément obligé de déposer un brevet sur une innovation technique. On peut aussi choisir de la garder secrète. Ça va valoir évidemment pour des choses qu'on peut garder secrètes. Donc c'est souvent pour des aspects de procédés, des choses qui restent dans l'usine, on va dire, un procédé de fabrication, en gardant à l'esprit que voilà, quand même on a tendance à déposer de plus en plus des brevets, y compris sur des procédés de fabrication, parce que si on veut garder quelque chose secret, il faut s'en donner les moyens. Et de l'expérience montre que c'est pas si facile et que ça demande de l'investissement et du management, je dirais, assez poussé, hein. Voilà ce que je souhaitais vous dire à ce stade sur ces outils et de propriété industrielle. Oui, donc juste pour compléter, du coup, ce manque de préparation et de compréhension un peu des enjeux ont rapidement eu des conséquences majeures sur la gestion du projet et notre produit, parce que c'est ce qui a mené à une fin de collaboration avec le CNRS plutôt compliquée. Alors, quelques points là aussi. Alors, finalement, c'est un peu dans la continuité de ce qu'a dit mon confrère Martin Schmitt. Effectivement, souvent, et c'était le cas ici, alors nous, on est arrivé en cours de route, hein, dans l'aventure Mimo Detect, mais c'était un stade où il y avait déjà sur la table des contrats signés, et je dirais, voilà, dans une optique où finalement, on faisait confiance, on se dit, j'ai besoin d'un acteur public pour qu'il m'aide à développer une innovation technique. Il me soumet un contrat qui doit être quelque chose de classique, je le signe et ça part comme ça. Et ensuite, j'aurai ma solution technique. J'ai payé quelque chose en échange et tout va bien. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut toujours avoir en tête que les contrats, c'est vraiment ce qu'on appelle la loi des parties. Donc, il n'y a pas de contrat type. C'est jamais type en fait. Rien n'est classique, y compris pour des contrats très simples d'ailleurs de confidentialité ou autre. Rien n'est classique. Donc, quand vous signez un contrat, vraiment, c'est comme si vous allez vous appliquer ensuite une loi que vous allez définir ensemble. Et vous ne pouvez pas y déroger sans engager votre responsabilité et éventuellement devoir l'assumer.
Le contrat, c'est aussi le mode d'emploi. Donc, il doit être là pour si on a un point dur, un problème de compréhension ou une difficulté, bah, quand on lit le contrat, on doit pouvoir justement surmonter ce blocage en lisant le contrat. Donc, si le contrat est incompréhensible, c'est qu'il y a, ou en tout cas n'est pas suffisamment décrypté, c'est qu'il y a un problème. Donc, toujours garder en tête qu'il y a une liberté contractuelle totale. Il n'y a rien qui est obligatoire en matière de contrat. Alors là, je reste sur une autre matière, hein. Après, dans d'autres domaines, oui, il peut y avoir des choses obligatoires. Mais ici, nous, on va définir, hein, chaque partie va définir ce qu'elle souhaite, de préférence sur la base d'un term sheet, effectivement, au préalable. Et ensuite, le contrat doit refléter cette liberté contractuelle. Donc, vous n'êtes tenu à rien. Vous devez, vous pouvez, devez, je dirais, savoir ce que vous voulez et le faire transparaître dans le contrat. Le contenu du contrat, il prime sur son intitulé. Je prends l'exemple classique d'un contrat de confidentialité. Attention, c'est pas parce que c'est écrit simplement accord de confidentialité que ce contrat ne va contenir que des clauses de confidentialité. Vous pouvez très bien avoir affaire à des contrats qui vont inclure des clauses d'exploitation ou d'absence d'exploitation ou différentes clauses, je dirais, qui vont être pas forcément attendues en lisant simplement le libellé. Et un dernier point, c'est qu'en matière de brevet, hein, quand il y a un brevet en cause et qu'il y a un accord qui porte sur le brevet ou futur brevet, l'accord qui concerne un brevet, donc une cession de brevet ou une licence de brevet, doit forcément être écrit. Ça, c'est la loi qui l'impose. Un accord comme ça doit être par écrit. Et si on veut le rendre opposable à des tiers, par exemple en cas de contrefaçon ou autre, on doit l'inscrire au registre national des brevets. Donc, il y a une formalité administrative à prévoir. Voilà les quelques mots que je souhaitais porter à votre attention à ce stade de la présentation de Jean-David. Oui, donc pour approfondir du coup cet exemple de première expérience, pour moi, pour nous, ça a été à la fin de la collaboration avec le CNRS, c'était un véritable choc lorsqu'on a atteint le stade où on avait avancé sur la techno et il était temps de réfléchir à la valorisation et l'exploitation commerciale. On a réalisé que 50% de la propriété, enfin on a réalisé, c'était écrit, mais on a rendu compte que 50% de la propriété intellectuelle était automatiquement transférée au CNRS. Et à ce moment-là, il était trop tard pour revenir sur les termes du contrat. On a essayé plusieurs tentatives de négociation, que ce soit contractuelle, financière, etc. Et on s'est vraiment heurté à une porte complètement fermée de la part du CNRS, car ils estimaient que les règles avaient été établies, fixées de manière très rigide dès le début, quoi. Alors, quelques précisions, effectivement, dans des contrats qui vont consister à, on va dire, de collaboration scientifique ou de développement scientifique technologique, souvent ça va donner lieu, ou en tout cas c'est l'objectif, à identifier des inventions et si possible des inventions brevetables, c'est-à-dire qui sont nouvelles et inventives. Et donc cette identification d'inventions brevetables, elle va amener à se poser deux questions et en tout cas à traiter deux sujets qui sont fondamentaux. Le premier sujet, c'est l'exploitation. Qui exploite l'invention? Est-ce que c'est les deux parties? Normalement, c'est surtout évidemment la société, l'entreprise qui va exploiter, mais est-ce qu'elle peut exploiter dans tous les domaines? Est-ce qu'il y a un domaine réservé? En échange de quoi? Sur quel territoire? Voilà, il y a euh, un tas de conditions à prévoir sur l'exploitation, en tout cas de clauses à prévoir sur l'exploitation. Et puis, il y a la question de la propriété de l'invention. Et souvent, donc la propriété, c'est à qui ça appartient? Et souvent, c'est une copropriété. Quand on a je dirais un développement avec un acteur public, très souvent les contrats prévoient un mécanisme de copropriété, et souvent à hauteur de 50-50, hein, où chacun va avoir une partie du brevet, par exemple. On a tendance à prendre souvent la question sous l'unique prisme de la propriété. Alors qu'en réalité, les deux sont parfois très imbriqués parce que dès lors qu'il y a une copropriété, alors je le dis de façon très pratique et très rapide, et on peut en parler beaucoup plus longuement, mais dès lors qu'il y a une copropriété,
il faut prévoir un règlement de copropriété. Il faut vraiment voir ça comme une copropriété immobilière, hein. Si vous êtes copropriétaire d'un appartement, il faut définir de manière réglementaire qui paye quoi, qui va remplir le frigo, qui fait les charges, bref, il faut vraiment, c'est du très pratique. En brevet, c'est pareil. Qui va payer, qui va décider des extensions à l'étranger, si j'exploite pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, dans ce règlement de copropriété, on va très souvent et c'est hautement recommandé, définir les conditions d'exploitation. Donc les deux sont mêlés. Donc en réalité, il ne faut pas s'arc-bouter sur les aspects de propriété, il faut déjà penser à l'exploitation. Et cette exploitation, très souvent, elle va être réglée, réglementée dans le règlement de copropriété. Et si de ce point de vue-là, on a bien tout prévu, ça peut fonctionner, ça doit fonctionner correctement. Oui, donc nous, ça a eu un impact, donc il y a déjà maintenant quelques années, enfin c'était au début, mais ça a eu un impact très frustrant parce que c'était une période où en fait, fin de cette collaboration, on cherchait à faire notre première levée de fonds pour Mimo Detect et on s'est heurté à des refus systématiquement des investisseurs qui sont pourtant habituellement favorables à ce type de projet. Euh, avec l'objection principale, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à investir dans une start-up où 50% de l'API allait à l'État. Donc c'était souvent des remarques d'investisseurs de privés, mais même publics, hein, même BPI. Parce que pour eux, ça signifiait une incertitude trop grande sur le contrôle de la future innovation et donc une prise de risque trop importante à ce stade du projet. Donc le fait d'avoir ce contrat qui nous lie à la CNRS a même été problématique pour la levée de fonds, la première levée de fonds. Oui, alors en complément de ce que je disais à l'instant, en réalité, ça ne devrait pas être un point de blocage, la copropriété, si elle est encadrée par un règlement de copropriété qui est suffisamment protecteur en matière d'exploitation. S'il y a un contrat solide de copropriété, notamment qui détaille de manière suffisamment précise et fiable les conditions d'exploitation, ça devrait être de nature à rassurer un investisseur éclairé. La difficulté, c'est que souvent, cette négociation du règlement de copropriété, elle est repoussée à plus tard. C'est-à-dire qu'on signe d'abord un contrat qui dit il y aura une copropriété, qui donne éventuellement quelques grands principes, mais qui laisse pour le reste la négociation et la signature du règlement de copropriété qui le reporte à une date ultérieure, notamment quand on s'approche du dépôt du brevet. C'est souvent et peut-être ça qui peut faire peur à certains investisseurs, parfois à juste titre, hein, si effectivement il y a beaucoup de flou, parfois de manière peut-être un peu indue, si en réalité il y a déjà je dirais, des clauses de copropriété qui sont déjà prévues de manière assez précise dans le contrat initial. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est ça, c'est que si on fait un bon règlement de copropriété de manière précoce, eh bien, normalement, on peut s'assurer d'une sécurité juridique suffisante qui va rassurer les investisseurs. Alors ça, c'est indépendant de la question qu'il faut traiter aussi, hein, de la dépendance de solutions alternatives ou perfectionnées. Hein, ça, c'est un cas qui a pu se poser chez Mimodetech notamment, hein. C'est qu'attention, si on veut quitter la collaboration, en fonction de ce qu'on a signé, on est peut-être coincé pour développer des choses dans le même sillon ou dans un sillon parallèle, d'un sillon technique parallèle. Donc là aussi, faire très attention à ce qu'on va signer, évidemment, pour être totalement libre si jamais la collaboration cessait et qu'on puisse reprendre des travaux sur des concepts approchant ou plus ou moins éloignés, hein, de ce qu'on avait fait avec l'acteur initial. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Le terme, on était coincé. Un sentiment d'injustice, hein, du côté de Mimo Detect. On avait consacré beaucoup de temps à ce partenariat, beaucoup d'argent, mais le manque de préparation de notre côté et peut-être de flexibilité aussi du côté du CNRS, l'incapacité vraiment à adapter le terme des fonctions de l'évolution du projet, ça nous a contraints à tout abandonner. Donc clôturer complètement notre collaboration avec le CNRS. Ce partage imposé de l'API non seulement empêché de faire croître l'entreprise, mais ça a aussi freiné toute possibilité de financement. L'impact à l'époque a été assez considérable sur la croissance de notre start-up.
s'est retrouvé un peu dans une impasse, forcé de repartir à zéro, parce qu'on voulait pas continuer dans ce sens-là, en sachant qu'on traînerait un boulet tout au long de notre projet. Donc on s'est dit, on arrête complètement la collaboration, on ne part pas sur cette innovation, on recherche une autre innovation, et pour le coup avec une nouvelle approche plus stratégique de l'API. Donc, quelques mots à nouveau. On rejoint ce qu'a dit mon confrère en introduction. Il faut avant toute chose définir sa stratégie. Qu'est-ce que je veux en matière d'exploitation? Qu'est-ce que je veux en matière de propriété? Et c'est dans cet ordre-là, hein. C'est l'exploitation d'abord, la propriété ensuite, puisque nous, ce qu'on veut avant tout en tant qu'entreprise, c'est évidemment exploiter un produit qui nous garantisse un revenu, hein. Donc, il faut également avoir en tête, toujours dans cette même optique, que celui qui rédige le contrat, il a un avantage stratégique. Donc, quand on démarre une collaboration tout de suite avec un contrat, ce que disait mon confrère tout à l'heure, posé sur la table, qui a été rédigé par la partie en face, ça peut être souvent très compliqué parce que ce genre de contrat, il faut savoir le décrypter, il faut arriver à le décrypter, même pour un professionnel, parfois, c'est pas simple. Et par contre, le rédacteur, lui, souvent, il sait exactement, il a peut-être parfois fait du billard à trois bandes, hein, en rédigeant son contrat, ou pas d'ailleurs, hein, parce que des fois, on a affaire à ce que j'appelle du surgelé contractuel, hein. C'est-à-dire qu'on prend un contrat qui lui-même est issu d'un dossier précédent et Ah, puis on c'est essaie de beau ça. l'adapter. Donc voilà, et des fois quand on lit les clauses, des fois personne n'est capable de comprendre ce que dit la clause parce qu'en fait elle avait été prévue dans un cas qui n'était pas du tout adapté. Ah, j'adore cette Euh, expression, hein. le surgelé contractuel, voilà. On le voit souvent, malheureusement. Et puis, c'est pour ça que souvent, à ce stade très précoce, même si c'est très tôt, il faut s'attacher les services d'un professionnel. Alors là, je fais la publicité de notre profession réglementée, hein. Il faut s'attacher les services d'un conseiller en propriété industrielle. C'est une profession réglementée, notre profession, hein. Donc, on a le même secret professionnel que les avocats. On a interdiction des conflits d'intérêts, donc on peut pas, évidemment pas intervenir pour deux sociétés qui ont des intérêts divergents. Et en ce qui concerne spécifiquement, nous, les conseillers en propriété industrielle, mention brevet, on a tous une formation scientifique ou technique, une formation en droit de la propriété industrielle, et on est enregistré à l'INPI en tant que CPI qualifié, hein. Donc, il faut impérativement, dès le début du projet, s'attacher les services d'un professionnel, surtout avant de signer quelque chose, quoi que ce soit, hein. Voilà, ça c'est très important. Euh, et il faut avoir en tête que les clauses importantes, c'est l'exploitation, la propriété et la confidentialité. Voilà, c'est là-dessus qu'on doit porter ses efforts. Il est également je dirais, de prudent et sage de constituer des éléments de preuve sur ce qu'on sait et ce qu'on connaît. On peut arriver à dans une négociation ou en tout cas dans une collaboration avec un institut public, avec déjà beaucoup de connaissances, parce qu'on aura déjà beaucoup travaillé sur le sujet de son côté. Ça, c'est bien de l'horodater, de déposer des enveloppes solo électroniques, d'avoir des cahiers de laboratoire bien tenus pour pouvoir être certain un jour d'être en mesure de prouver ce qu'on connaissait, hein. Et parce que 5-10 ans plus tard, quand il y a un litige ou quand le projet a eu beaucoup de succès et qu'il y a des questions qui arrivent et qu'on commence à se disputer éventuellement, et ben c'est là qu'on aura besoin de montrer que nous, on n'était pas complètement vierge de tout savoir et qu'on avait déjà des choses dans notre possession. Et ça, il faut pouvoir le prouver. Donc, le dépôt probatoire, c'est quand même intéressant. Et donc voilà, c'est ce que je disais à l'instant, se faire conseiller très en amont au démarrage avant de signer quoi que ce soit. Du coup, nous, le premier réflexe, ça a été déjà de ne plus signer sans compréhension totale du contrat, mais même au début, une position même encore plus rigide, c'est que je me suis dit, je ne signe plus jamais de contrat tant que j'ai pas 100% de l'API de mon côté. Alors, c'était une décision pas simple à l'époque parce que les collaborations avec les instituts de recherche, les différents partenaires externes sont souvent très attirantes pour leur expertise technique et leur avantage aussi de subventions, etc. financièrement. Mais sans contrôle de l'API, ces partenaires peuvent vraiment devenir des pièges. Donc nous, on a appris aussi à être un peu plus sélectif sur nos choix de partenariat, de négocier aussi fermement dès le début. On s'est rendu compte que avec toutes les institutions, il y avait possibilité de négociation, que ce soit le CNRS ou le CEA ou peu importe, il y a quand même une souplesse, mais par contre, il faut l'engager dès les premiers contacts.
Par contre, maintenant, systématiquement, dès qu'on a un contrat ou une ébauche de contrat avec n'importe quel laboratoire, on passe forcément par un accompagnement d'un cabinet spécialisé en pays. Euh, voilà, après peut-être que je vois le temps qui passe, Ouais. peut-être abréger un petit peu. La collaboration avec d'autres laboratoires. Donc après, cette expérience un peu douloureuse, on s'en est pas arrêté là, parce qu'il fallait que le projet avance. On a commencé du coup avec d'autres recherches. Dès le départ, une discussion. Alors le premier labo, la discussion était un peu longue parce que les deux parties avaient des intérêts légitimes à défendre, mais on voulait vraiment conserver le maximum du contrôle de nos innovations et, euh, et avoir une répartition juste enfin, du résultat en fonction des contributions de chacun. Donc, pour le coup, on a réussi à trouver une entente avec, euh, malgré les difficultés, hein, parce que nous, on discute avec les chercheurs, puis après, il faut faire face au cabinet, enfin, à leur chargé d'affaires qui s'occupe des contrats, et c'est souvent pas les mêmes sujets de discussion. Et donc avec ce premier laboratoire, on a trouvé un aboutissement, donc un accord gagnant-gagnant, voilà, où chacun pouvait se retrouver en fonction de ce qu'il voulait, parce qu'en général, le labo, ce qu'il veut, c'est publier, et nous, ce qu'on veut, c'est pas publier. Et finalement, on a quand même trouvé un terrain d'entente contraignant, mais pas trop, j'ai envie de dire avec mes mots un peu simples, sur ce premier labo. Oui, donc en deux mots, effectivement, on l'a déjà dit, l'intérêt du labo, c'est souvent de publier et d'avoir un financement. L'intérêt de la société, de l'entreprise, c'est d'avoir quelque chose entre les mains qui soit innovant, qui soit libre d'exploitation et qui soit idéalement protégeable ou protégé par un brevet. Hein, donc, ce sont pas forcément effectivement des intérêts qui sont toujours convergents. Le deuxième laboratoire avec qui on a fait le partenariat, c'était une techno qui devait être très très importante pour nous parce que c'est vraiment une antenne, quoi, le capteur principal du produit. Et là, je me suis dit, ça va avoir un gros impact. Et du coup, pour le coup, on a réussi à négocier, pourtant c'est un laboratoire d'État, hein, 100% de l'API. Donc ça a été le fait de garder directement la totalité de la propriété intellectuelle. Donc pour le coup, ça a eu un coût. Parce qu'effectivement, ils recherchent, comme on l'a vu précédemment, aussi des financements, ce type de laboratoire. Et quand on leur a dit on veut 100%, ils nous disent c'est pas possible. On leur a dit c'est combien? Ils nous ont dit tant. On a dit ok. Et alors c'est des montants, enfin, pour nous c'est beaucoup, pour d'autres c'est peut-être pas beaucoup, mais on peut être sur des montants, on a dû payer plus de 10 000 € pour 3-4 mois de collaboration, juste, pas sur la prestation, juste pour pouvoir conserver 100% de l'API. 6 mois, ouais. Ouais, donc là, on se place dans le cadre de ce qu'on appelle une invention de commande, où on paye et donc l'invention nous appartient. Mais attention à nouveau au contrat, à la façon dont c'est prévu dans le contrat. Il faut absolument que ça ressorte très clairement et qu'on ait bien tous les résultats en sa possession et le droit de les protéger. Ouais, alors effectivement, la liberté d'exploitation, c'est aussi une étape essentielle hein, dans le lancement, avant le lancement du produit, pour faire une analyse approfondie et s'assurer que le produit, ben, il peut être commercialisable, hein, qu'il n'y a pas de viol d'un brevet ou d'une autre propriété intellectuelle. C'est des vérifications qui sont très importantes parce que ça permet d'éviter des litiges coûteux, voire des interdictions de commercialiser. Et ça peut éventuellement même bloquer le lancement d'un produit ou d'une technologie. Ce qui nous a amené, nous, à vraiment avoir une réflexion sur la sécurisation de notre pays en plusieurs étapes avec une vraie stratégie voilà, de brevets, domaine d'application et puis de liberté d'exploitation. Oui, deux mots sur cet aspect essentiel. C'est pas parce que vous signez un contrat avec le CNRS ou autre institution publique que le résultat des travaux
qui va vous être communiqué pourra être librement exploité par votre société. Et le CNRS ou autre ne vous garantira jamais rien là-dessus. Donc, si vous avez une solution qui est formidable, mais que le jour où vous la sortez sur le marché, eh bien, vous êtes immédiatement attaqué en contrefaçon de brevet par d'autres acteurs, évidemment, c'est une situation catastrophique. Donc, l'exploitation, ça reste à vos risques et périls. Et donc, c'est à vous de prendre les mesures, de faire les études de liberté d'exploitation pour vous assurer que vous avez bien le droit d'exploiter et que vous ne tombez pas dans la portée d'un autre brevet, hein, qui ne sera pas un brevet CNRS pour le coup, mais d'un brevet d'un concurrent, par exemple. Et ça, c'est votre responsabilité. Et il y a trois situations envisageables, hein. Vous pouvez avoir, à l'issue de la collaboration, une solution qui est brevetable et libre d'exploitation, c'est l'idéal, ou alors une solution qui n'est pas brevetable, mais qui est libre d'exploitation. Bon, ça, vous aurez quelque chose qui est a priori pas très innovant, mais au moins qui sera libre d'exploitation. Et la dernière situation, vous avez quelque chose qui est innovant, donc qui est brevetable, mais qui n'est pas libre d'exploitation parce que vous êtes dépendant d'un brevet antérieur de portée plus large. Donc voilà, ces situations sont possibles et c'est à vous de prendre les mesures, et avec vos conseils notamment, pour éviter d'être dans une situation de blocage en matière de liberté d'exploitation. Donc voilà, ça c'est quelques mots de pratique sur effectivement la façon dont on conduit une étude de liberté d'exploitation. On recherche les brevets à partir des éléments innovants qu'on nous indique et on vérifie si des brevets concurrents sont susceptibles d'entraver votre exploitation. Évidemment, comme les brevets sont secrets pendant les 18 mois qui suivent leur dépôt, il faut mettre en place une veille, hein, pour être toujours au courant de la publication des brevets de vos concurrents notamment et pouvoir réagir à temps. Voilà, peut-être pour conclure de notre côté, l'API, c'est vraiment, ça a des bénéfices, enfin la stratégie de l'API faite correctement, ça a vraiment des bénéfices sur le long terme. Ça permet déjà de bien protéger nos innovations, ça permet de rester compétitif. Et puis, ça rend aussi l'entreprise plus attractive, notamment auprès de différents investisseurs. Une stratégie de pays bien définie, ça permet aussi éventuellement aussi de générer des revenus, hein, supplémentaires lorsqu'il y a la valorisation de la société ou d'avoir un portefeuille de brevets. C'est aussi un atout commercial qui peut déboucher vers d'opportunités de collaboration ou enfin, monétiser cette technologie. Et donc voilà, vraiment, voilà, pour mon mot de conclusion, c'est que pour moi, la gestion rigoureuse de l'API, c'est vraiment un pilier du succès qui est très méconnu peut-être d'entrepreneurs ou qui sont pas issus du milieu de l'innovation, de la technologie, etc. Et en revanche, ça peut avoir un très très gros impact sur le succès du projet et sur même le fait de pouvoir garder sa société, ne serait-ce qu'en vie ou rentable. Merci Jean-David et Jean-François. On a dépassé un peu le timing, mais on va peut-être répondre aux quelques questions de Jean-François Poutier, donc il y a la première question qui a été répondue ensuite. Une autre question a été soulevée, c'est est-ce que le pourcentage de transfert de l'API à l'État dépend aussi du niveau de l'IRL? Donc je ne sais pas qui souhaite prendre la parole pour répondre à cette question. Qu'est-ce que l'IRL? Enfin, je suis désolé, je ne sais pas. Je vais peut-être TRL? Ouais. TRL peut-être? je vais peut-être laisser alors, attendez, je vais laisser ouvrir le micro de. Ah non, je ne peux pas. Niveau de maturité. Ah oui, voilà, c'est le Ah, TRL. c'est le TRL, d'accord, ok. Le TRL. Ça, alors très souvent, enfin, de mon expérience, la copropriété, elle est souvent à 50-50, mais après, c'est encore de la liberté contractuelle. Donc, vous pouvez effectivement, en fonction, tenir compte de ce critère-là pour négocier un pourcentage plus ou moins élevé de copropriété. Encore une fois, ce qui va compter, c'est surtout l'impact de ce pourcentage, c'est-à-dire si ce pourcentage a un impact sur le niveau de prise en charge des frais de propriété industrielle, sur la capacité à être décisionnaire pour, je sais pas, des extensions à l'étranger, pour un maintien de brevet.
Oui, c'est important. Si après, c'est juste, je dirais, une question d'affichage, c'est peut-être un peu moins important. Mais il y a une liberté contractuelle de ce côté-là également. Oui. Je me suis souvent demandé quel est l'intérêt du secteur public d'être copropriétaire de brevets. Et si on creuse un peu la question, on arrive à un dogme institutionnel qui relève du domaine politique. On peut même le retracer historiquement. Et donc, il est vrai que là, on dépasse la logique purement économique ou stratégique des acteurs privés, je dirais. Voilà. Loane, je prends la parole deux Oui, minutes pour compléter et revenir sur la question du TRL. Mon avis là-dessus, c'est que donc le TRL, c'est le niveau de maturation du projet au niveau de la recherche et de l'innovation, on va dire. Euh, En fait, ce TRL, il impacte, à mon avis, il impacte aujourd'hui les relations qu'on peut avoir avec les financeurs. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos financeurs, plus le TRL avance, moins le projet est risqué. Du coup, eh ben, ils sont plus à même d'investir dans un projet qui est moins risqué que dans un projet qui est risqué. Euh, Malgré tout, souvent, et là on rentre dans il me semble, hein, dans les aberrations effectivement des contrats qu'on peut être amené à signer, c'est que malheureusement ces contrats avec les labos sont signés souvent au démarrage d'une mission sans réellement savoir comment l'innovation ou les travaux vont avancer. Souvent, effectivement, on signe des contrats de collaboration et on peut être amené, et les labos peuvent nous pousser à signer des copropriétés sur de la brevetabilité, alors qu'on n'est pas, enfin voilà, on est au démarrage du projet, on ne sait pas quelle sera la valorisation de l'innovation, quelle sera la valorisation de l'entreprise, bien entendu, etc. Donc c'est toutes les problématiques que l'on peut rencontrer. Et moi, je voulais rebondir sur l'intervention de Martin, que j'ai trouvé très pertinente et qui, bon, on se connaît un peu et qui m'a beaucoup éclairé à l'époque. C'est que et son intervention, et moi ce que je retiens et qui me semble un élément clé, c'est les différences de culture et d'objectifs de chacun des partenaires. Aujourd'hui, les partenaires, ils sont au nombre de trois, hein. Il y a la PME, le partenariat parapublic qui est le laboratoire universitaire souvent, et le troisième c'est le partenaire financier. Et donc effectivement, on est sur trois partenaires qui ont des cultures et des objectifs différents. Et j'ai bien aimé sa slide sur le déroulé du projet en trois étapes. Parce que un des éléments clés, il me semble aujourd'hui fort de notre expérience, c'est comment on peut impliquer ces trois partenaires, ces trois acteurs au démarrage du projet. Ça me semble essentiel pour arriver à être en phase et à discuter des objectifs et à un moment donné à trouver des accords communs. Et malheureusement, souvent, on discute de manière souvent indépendante. Le financier, il arrive souvent à une période qui peut être soit au cours du projet, des fois à la fin. Enfin, il y en a en plus. Enfin, il peut y avoir plusieurs partenaires financiers. Et donc, il me semble qu'il y a un sujet autour de ça peut-être à améliorer. C'est la collaboration des acteurs dans le projet d'innovation, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis si je voulais juste rajouter un truc, c'est que
la PME, par définition, c'est petite et moyenne entreprise, et donc il faut bien concevoir que elle a des compétences limitées, d'où la nécessité à un moment donné de faire appel à des partenaires, des laboratoires bien sûr, mais aussi à des conseils en pays. Et donc ça, c'est pas toujours évident pour le dirigeant de PME de se dire il faut que j'investisse financièrement je suis malgré tout au démarrage d'un projet, il faut que j'investisse financièrement dans une mission d'un conseil par exemple, et donc ça il faut, enfin c'est dans la culture des PME qu'il faut aussi à un moment donné être capable de changer un peu d'approche. Moi, je l'ai vécu dans d'autres exemples que l'innovation. Hein. C'est une PME qui se développe à un moment donné a besoin d'aller chercher des ressources, des compétences. Et souvent, au début, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, donc on ne fait pas appel à des cabinets de ressources humaines ou des chasseurs de tête, etc. Et des fois, ça peut être dommageable, quoi. Et de la même manière dans l'innovation, voilà, on a tendance au début, et nous ça a été notre cas, on a démarré, on s'est dit le contrat avec le CNRS, on va le lire, on va le comprendre, et puis de toute façon ils nous ont dit que c'était pas tellement engageant, donc on va le signer, et puis voilà. Finalement ça a été assez dramatique pour nous, et pour le coup c'est des enjeux qui sont plus importants malgré tout que juste le recrutement d'une personne. Donc voilà, enfin donc c'est d'autant plus important, il me semble, d'avoir les bons conseils au bon moment. Merci Philippe. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc voilà, on peut conclure du coup ce webinaire. Juste un petit rappel de nos prochains rendez-vous courant novembre et décembre. Donc 19 novembre, on aura une visite sur les solutions fondées sur la nature pour contrer les risques gravitaires. Et puis le 28 novembre, donc une visite, enfin voilà, un événement à Dijon et puis une visite de chantier sur Nice. Et enfin, le 13 décembre, nous avons prévu de faire un second webinaire sur l'API, plutôt sur les accompagnements proposés par l'INPI. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre attention, pour vos questions, vos contributions. Et puis, merci Jean-David, Jean-François, Martin et Philippe pour vos interventions également. Merci Passez une beaucoup, au bonne revoir. journée. Merci à tous. Merci à Merci, au tous. revoir. Au revoir.